Le 11 novembre 1874, au 59 de la rue Saint-Féréol à Marseille, un homme est à l'agonie. Célibataire et sans enfant, il a dévoué toute sa vie à son œuvre. Cet homme est bien jeune pour mourir, il n'a que 45 ans. Et s'il a atteint la richesse et la notoriété, ça n'a pas été sans effort. Peut-être se souvient-il, en ce jour où la mort vient le prendre, de son enfance, quand il jouait dans la modeste épicerie que tenait son père, faubourg de la Madeleine à Nîmes, au début des années 1830. Et de tout le chemin parcouru depuis. Cet homme s'appelle Henri-Jacques Espérandieu. C'est l'architecte en chef de la ville de Marseille, où il a construit 3 édifices célèbres. La basilique Notre-Dame de la Garde, le palais Longchamp et le palais des Arts. C'est un travailleur acharné, qui a mis toute son énergie pour construire le nouveau visage d'une ville en pleine expansion, mais c'est aussi un homme fatigué, qui a vu ses forces décroître dans les conflits qu'il a rencontrés avec ses supérieurs, mais aussi dans les procès qui lui ont été faits par ses concurrents. C'est aussi un homme de terrain, et une semaine plus tôt, en ce début de mois de novembre, où le Mistral peut déjà être glacial, il est monté sur le chantier de sa basilique, encore en travaux à l'époque. Il s'est attardé dans la crypte, il a pris froid, la maladie a dégénéré, et c'est comme ça qu'il est mort en quelques jours, d'une fluxion de poitrine, en laissant derrière lui une œuvre inachevée, mais qui intrigue toujours par sa diversité. Parce que parmi les 3 édifices qu'Henri Espérandieu a construits à Marseille, aucun ne se ressemble. Ils sont même si différents les uns des autres dans leur style qu'on pourrait presque se demander s'ils sont du même architecte. La basilique Notre-Dame de la Garde, avec sa polychromie en façade et son style romano-byzantin, n'a rien à voir avec l'esthétique baroque proposée par la colonnade et la riche ornementation du palais Longchamp. Ce même palais Longchamp est bien différent du palais des Arts, et de son ornementation sobre et linéaire. Cette différence surprend. Elle interroge la personnalité de l'artiste. Je vous raconte aujourd'hui l'histoire de cet homme sensible et complexe, bâtisseur mais aussi poète, qui a transformé la cité phocéenne sous le Second Empire et qu'on considère aujourd'hui comme le plus grand architecte marseillais du XIXe siècle. Henri Espérandieu est né à Nîmes, dans le Gard, le 22 février 1829, dans une famille protestante. Son père est un petit commerçant du centre-ville et il est donc issu d'un milieu modeste. Contrairement à d'autres grands architectes de son temps, comme Eugène Viollet-le-Duc, Léon Vaudoyer ou Henri Labrouste, qui sont parisiens et issus de familles bourgeoises, Espérandieu est pour sa part à la fois un enfant du peuple et un enfant du Sud. Il grandit dans une ville en plein travaux. En effet, Nîmes connaît depuis la deuxième moitié du XVIIIe siècle une période de très forte activité architecturale. À cette époque où se développe l'archéologie, on voit naître un grand intérêt pour les nombreux vestiges antiques d'une région fortement marquée par la présence romaine. On remet en état les arènes de Nîmes, la maison carrée ou encore le pont du Gard. Inspiré par ces chantiers de restauration, on construit également, en cherchant à respecter le paysage architectural antique de la ville. C'est dans ce contexte qu'un théâtre de style néoclassique, construit par Alexandre Meunier, voit le jour en 1800 à proximité de la maison carrée. Il sera détruit dans un incendie en 1952. Mais l'intérêt pour l'archéologie dépasse l'Antiquité. Il touche aussi les églises romanes du Moyen-Âge, au style lui-même influencé par l'architecture antique, et qu'on trouve souvent dans la région. Dans cette dynamique, on cherche à construire des édifices en imitant ce style roman. On parle ainsi de style néo-roman. C'est justement à proximité du chantier d'un de ces édifices néo-romans que le père d'Henri Espérandieu a sa boutique. Ce chantier, c'est celui de l'église Saint-Paul, construite par Charles Questel entre 1835 et 1849. Henri Espérandieu, enfant, se promène à proximité de cette église néo-romane, quand il retrouve son père après l'école. La construction de cette église le passionne. Monsieur Espérandieu accompagne son fils sur le chantier,
discute avec les ouvriers, et il finit même par rencontrer l'architecte. C'est comme ça qu'Henri Espérandieu trouve sa vocation. Il sera lui aussi architecte. En 1845, alors qu'il a 16 ans, cette passion est toujours vive. Si bien que Charles Questel, le bâtisseur de l'église Saint-Paul, décide de le recommander à Paris, auprès d'un de ses amis, l'architecte Léon Vaudoyer. C'est dans ces circonstances qu'Henri Espérandieu arrive à la capitale pour préparer le concours de l'école des beaux-arts au sein de l'atelier Vaudoyer. Comme beaucoup de ses contemporains, c'est donc dans ce milieu des ateliers d'architectes qu'il se forme. En effet, à l'époque, les grands architectes tiennent ouvertes des classes payantes d'une trentaine d'élèves, rattachés à leur atelier, et qui préparent au concours de l'école des beaux-arts. Mais qu'apprend-on au juste dans ces ateliers d'architectes, et surtout, où en est l'architecture française en 1845 ? Dans les années 1840, et comme nous l'évoquions au sujet de Nîmes, la France est marquée par la redécouverte de son patrimoine architectural historique. Cette redécouverte s'est faite dans le contexte de la naissance du nationalisme et du romantisme, mais elle est aussi le fruit d'une prise de conscience des ravages de la Révolution de 1789, qui a conduit à la destruction ou à la mutilation d'un nombre considérable de châteaux, d'églises et d'abbayes, qui ont été démontés et vendus pierre par pierre suite à la nationalisation des biens du clergé et à la confiscation des biens des émigrés. Il se développe dans la première partie du XIXe siècle une volonté de préserver ce patrimoine qui incarne l'âme du pays. C'est pourquoi l'État finance de grands chantiers de restauration, qui battent leur plein quand Espérandieu commence ses études d'architecture. À son arrivée dans la capitale, en 1845, Eugène Viollet-le-Duc est en pleine restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, tandis que Jean-Baptiste Lassus et Félix Duban remettent à neuf la Sainte-Chapelle. C'est ainsi que s'est développé ce que l'on appelle l'architecture historiciste, qui cherche à reconstruire des édifices dans des styles du passé, tout en utilisant les techniques de construction modernes. On voit apparaître les styles néo-gothiques, néo-byzantins, néo-renaissance ou encore néo-roman. L'église Saint-Paul de Nîmes, qui a donné sa vocation à Espérandieu quand il était enfant, est en l'occurrence la première église néo-romane de France. Toute sa vie, Espérandieu a eu un attachement profond pour ce style néo-roman, qu'il perçoit comme le style historique du sud de la France. Il l'a systématiquement respecté dans les 3 églises de quartier qu'il a construites à Marseille. Les églises Saint-Mauron, Saint-Défendant et Saint-Ginier sont en effet toutes néo-romanes. Mais revenons aux études d'Espérandieu. C'est donc dans ce contexte d'ouverture sur les différents styles historiques qu'il se forme à l'atelier Vaudoyer. Très bon élève, il intègre l'école des beaux-arts du premier coup, où il étudie entre 1846 et 1848. Rapidement après avoir été diplômé, sa vie va prendre un tournant décisif. En effet, en 1851, son maître, Léon Vaudoyer, est désigné par Louis-Napoléon Bonaparte pour construire la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Marseille. À l'époque, on n'a pas construit de cathédrale en France depuis près d'un siècle, et le projet est considérable. Léon Vaudoyer, qui connaît le sérieux de son élève, lui propose donc de devenir son directeur de chantier à Marseille. C'est dans ces circonstances que le jeune architecte de 23 ans revient dans son sud natal en 1852. Il construira à Marseille les 3 édifices qu'on lui connaît, la basilique Notre-Dame de la Garde dès 1853, le palais Longchamp à partir de 1862, et enfin le palais des Arts en 1864. 3 édifices très différents, comme nous le disions, et dont nous allons maintenant essayer de mettre en avant les points communs. Je crois que c'est la cathédrale Sainte-Marie-Majeure de Léon Vaudoyer qui offre une clé de lecture de l'œuvre monumentale d'Henri Espérandieu. Pendant toute sa vie à Marseille, il a travaillé sur ce chantier. Comme directeur de travaux tout d'abord, puis même comme architecte en chef à la mort de Vaudoyer en 1872. Sainte-Marie-Majeure, c'est en fait un fil directeur dans la vie d'Espérandieu. Cette cathédrale est construite par Vaudoyer en mélangeant 2 styles architecturaux, le style roman et le style byzantin. Ce mélange des styles est sans précédent en 1852, puisqu'on préférait jusque-là construire des édifices de style homogène. Vaudoyer pose les bases d'un nouveau courant architectural qu'on appelle l'éclectisme, et qui mélange les styles historiques. Il fait ici usage d'une référence occidentale, le style roman, que l'on retrouve entre autres dans l'emploi de l'arc plein cintre, mais aussi d'une référence orientale, le style byzantin, qu'on retrouve dans les coupoles et les mosaïques. Ce mélange architectural d'Orient et d'Occident cherche à exprimer dans la pierre la nouvelle identité de Marseille en cette époque d'expansion économique.
En effet, la cité phocéenne est devenue en une vingtaine d'années un grand port industriel. Dans la pensée de l'époque, elle est un espace pivot entre la France et le bassin méditerranéen avec lequel elle interagit par le commerce maritime. Marseille devient ainsi une porte économique et culturelle entre Orient et Occident. L'architecture de Sainte-Marie-Majeure est donc symbolique. Elle mélange les modèles architecturaux, romans et byzantins, pour faire passer cette idée. Je crois que ce fonctionnement idéologique permet de comprendre toute l'architecture d'Henri Espérandieu, qui restera ici fidèle à la ligne de pensée de son maître Léon Vaudoyer. En effet, dans l'idée d'Espérandieu, telle qu'il l'exprime dans ses publications, le choix d'un style architectural a toujours une signification. Il est d'abord l'expression d'un climat et d'un paysage. Par exemple, un terrain montagneux dans un pays de soleil appelle des formes et des lignes simples, d'où la physionomie des temples grecs. Un terrain plat et un ciel du nord induit au contraire des toitures pyramidales et des formes découpées, comme l'illustre l'architecture gothique du nord de la France. Mais Espérandieu va plus loin. Il considère également que l'architecture est le reflet de la physionomie et de la mode des habitants d'un pays. Par exemple, il voit dans les toitures du Midi le reflet des coiffes des habitantes de la région. Il ira même jusqu'à affirmer que la couleur des pierres de sa basilique avait influencé les Marseillaises dans le choix de leurs robes. On peut donc bien dire qu'il s'agit d'une architecture parlante. En effet, chacun des 3 édifices monumentaux d'Espérandieu gravite autour d'un message à faire passer, d'une idée dont l'architecture est un support symbolique. Voyons cela de plus près. Notre-Dame de la Garde est le premier édifice construit par Espérandieu. Il s'agit de son projet de jeunesse, qu'il commence à 23 ans en 1853, en parallèle de son travail de directeur de chantier sur Sainte-Marie-Majeure. Il conçoit donc sa basilique sous la protection et l'influence de Léon Vaudoyer. Le style employé par Espérandieu pour Notre-Dame de la Garde est également un mélange de références romanes et byzantines. Il s'agit, tout comme pour Sainte-Marie-Majeure, de montrer par l'architecture que Marseille est une porte entre Orient et Occident. Le bâtiment véhicule ici un message sur l'identité de la cité phocéenne. En 1862, avec le Palais Longchamp, Espérandieu passe à une toute autre référence stylistique, en combinant l'univers de la villa italienne Renaissance avec le classicisme français du XVIIe siècle. Il s'agit ici de construire un double musée, qui est en même temps un château d'eau, puisque le Palais Longchamp est l'aboutissement du canal de Marseille. L'architecture de la Villa Renaissance, qui combine eau, jardin et architecture, semble la plus adaptée pour exprimer la vocation symbolique de l'édifice, celle d'étancher en même temps la soif d'eau dans un pays de sécheresse et la soif de connaissance du peuple par les musées. Ici encore, le modèle architectural est au service d'une idée, puisqu'elle associe l'eau et le savoir. Il en va de même pour le 3e édifice d'Espérandieu, l'ancienne École des Beaux-Arts et Bibliothèque de Marseille, qu'on connaît mieux aujourd'hui sous le nom de Palais des Arts, et où l'on retrouve entre autres des références à l'architecture de la Renaissance, mais aussi à celle des règnes d'Henri IV et de Louis XIII. Espérandieu illustre ici dans la pierre la doctrine du courant architectural éclectique qui prône le mélange des styles et qui est enseigné à l'intérieur du bâtiment lui-même, puisqu'il s'agit d'une école des beaux-arts. Espérandieu dit ici aux élèves qu'il leur faut connaître l'architecture de toutes les époques, sans s'enfermer dans un système unique. Ce message est également exprimé dans la façade de l'édifice, qui représente en bas-relief 10 monuments balayant l'histoire de l'architecture, de l'Égypte antique jusqu'à la France du Premier Empire. Tout comme dans le Palais Longchamp et Notre-Dame de la Garde, l'architecture se met au service d'une grande idée, celle de la connaissance, qui doit avant tout reposer sur l'ouverture d'esprit. Outre l'aspect décoratif riche et toujours extrêmement soigné des 3 édifices, c'est sans doute ce caractère symbolique et parlant qui donne son génie et son unité à l'œuvre d'Henri Espérandieu. Il est intéressant ici de remarquer que c'est à Marseille, dans les années 1850, avec Vaudoyer et Espérandieu, que se posent les bases de ce nouveau courant architectural éclectique, qui mélange les styles historiques, et que l'on ne retrouvera à Paris qu'une dizaine d'années plus tard, avec des édifices comme l'église Saint-Augustin de Victor Baltard, ou encore l'église de la Sainte Trinité de Théodore Balue. Mais ça, c'est encore une autre histoire.